Bon, le bilan que l'on peut tirer, en fait, le projet a démarré en 2020. Ça fait 2 années qu'il est mis en œuvre à travers une phase 1 et surtout des appuis pilotes sur les 3 composantes du projet, les 2 composantes qui sont gérées par l'UNESCO, à savoir le renforcement des stratégies nationales et de politique nationale sur la production de ressources éducatives. La composante 2 sur le renforcement des capacités des pays pour la production de ressources éducatives et la composante 3 qui est mise en œuvre par l'Institut français sur la politique nationale du livre. Ça a permis de faire le bilan de ces 2 années de phase pilote d'appui aux pays pilotes et de pouvoir se projeter dans la seconde phase du projet qui va démarrer très certainement vers septembre-octobre 2022 pour une durée de 3 ans et demi à 4 ans environ et de pouvoir bien entendu échanger sur les résultats qui ont été produits au cours de la phase 1, pouvoir également partager ces résultats et ces expériences avec les pays qui n'en ont pas bénéficié directement et voir dans quelle mesure, au cours de la phase 2, les pays qui n'ont pas pu être appuyés au cours de la phase 1 pourront l'être au cours de cette phase 2 à travers un appel à manifestation d'intérêt de la part des pays. Ça a permis vraiment des échanges très fructueux entre les cadres des ministères de l'éducation, entre les cadres des ministères de la culture des différents pays, des échanges par rapport à des expériences réussies sur tel ou tel aspect qui pourrait être repliqué dans un autre pays, bien sûr toujours avec la notion de contextualisation au pays. Je prends le cas du Sénégal par exemple qui est très avancé sur la question du téléenseignement et notamment des ressources éducatives numériques par rapport à d'autres pays de la sous-région. Comment l'expérience du Sénégal peut être bénéfique à d'autres pays de la sous-région, bien entendu en contextualisant toujours aux pays concernés. Les ressources éducatives sont spécifiques à un pays, elles peuvent être repliquées dans d'autres pays en tenant compte bien entendu de l'histoire du pays, des valeurs socio-culturelles du pays concerné. Alors l'UNESCO est prêt à relever les défis et accompagner les pays dans la mise en œuvre et dans les recommandations qui émanent de ces rencontres africaines pour les ressources éducatives. Mais l'UNESCO n'est pas seul, c'est toute la communauté internationale qui va appuyer les 16 pays. L'UNESCO seul, avec le financement de l'Agence française de développement et avec l'accompagnement également du partenaire stratégique et l'Institut français, ne peut pas atteindre les résultats escomptés seul. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer vraiment sur des groupes locaux, des partenaires en éducation des 16 pays concernés. Ces groupes locaux qui sont en général composés à la fois des membres du gouvernement, de la société civile et des partenaires techniques et financiers, comme l'UNICEF, comme l'Organisation internationale de la francophonie, comme les différentes coopérations bilatérales, la Suisse, la Norvège, etc. Enfin, tous les partenaires au développement en fonction des différents pays. Et l'idée, c'est vraiment que l'appui à des ressources éducatives de qualité, variées et en abondance, puisse être vraiment prise à cœur par ces groupes locaux de l'éducation afin vraiment de pouvoir relever les défis et de pouvoir tendre vers une éducation de qualité à l'horizon 2030 qui, je le rappelle, est l'horizon pour les objectifs de développement durable. Alors comme je dis, les prochaines étapes, c'est là nous sommes en préparation de la seconde phase. La première phase termine le 30 juin 2022 et la seconde phase va démarrer entre septembre et octobre 2022. Donc au niveau de l'UNESCO spécifiquement sur les 2 composantes, c'est tout d'abord appuyer les pays qui en manifesteraient la volonté et l'intérêt de les appuyer pour renforcer leur stratégie et leur politique nationale de production et de diffusion des ressources éducatives. Moi, je souligne bien sûr un aspect important, c'est surtout d'arrimer cet appui aux politiques nationales de production de ressources éducatives à la politique globale du secteur de l'éducation. C'est un point extrêmement important, et même au-delà, à l'appui global du pays. Si je prends le cas du Sénégal, nous avons le plan Sénégal émergent,
qui est vraiment le plan du président de la présidence de la République et du gouvernement de l'État du Sénégal. Au niveau de l'éducation, nous avons le paquet, qui est le plan sectoriel dans l'éducation, mais qui est arrimé au plan Sénégal émergent. Et donc, si, bien entendu, des politiques et stratégies nationales pour la production de ressources éducatives est élaborée, c'est important qu'il puisse être arrimé au plan sectoriel d'éducation qui lui-même est arrimé au plan Sénégal émergent. Et je le dis pour le Sénégal, mais c'est valable pour les 16 pays appuyés par le projet. D'élargissement à 16 pays, maintenant les 16 pays sont tous impliqués. Nous pouvons retenir qu'il y a une coalition d'acteurs entre les ministères de l'Éducation nationale, les ministères de la Culture et aussi tous les acteurs privés de la chaîne du livre qui se sont rencontrés et se sont mis d'accord sur les objectifs à atteindre. Que les objectifs à atteindre sont de différents types, on peut les classer sur une notion déjà d'encadrement juridique, législatif et fiscal pour faire en sorte de créer un environnement protecteur à tous les acteurs du livre et des ressources éducatives, faire en sorte qu'il y ait une juste rémunération aussi pour chacun d'entre eux. Et sur les actions à mettre en œuvre pour faire en sorte de renforcer le nombre et la qualité des ouvrages disponibles et en dernier lieu de renforcer aussi spécifiquement sur les enjeux du livre de jeunesse, son accessibilité pour tous les enfants, sachant que un livre un jour, un enfant serait un horizon accessible avec une production renforcée et tant de manière qualitative, je dis bien, que en volume. Il y a aussi tout un volet de formation qui est mis en place sur une formation initiale et continue pour l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre qui leur permettrait de compléter ou d'acquérir des compétences actuellement manquantes ou de compléter des compétences actuellement existantes mais qui mériteraient d'être renforcées. Pour nous, un bilan extrêmement positif. Déjà, le fait que 16 délégations de 16 pays aient pu venir ici, enfin 15, sans considérer que le Sénégal était à la maison, et puis venir ici se rencontrer, c'était déjà de l'exploit. Qu'on ait pu offrir un cadre satisfaisant pour que des échanges aient lieu et des futurs projets communs, une mutualisation des acquis et des expériences, c'est un bilan formidable. Ensuite, pour nous, c'était aussi de lancer la phase 2, de faire en sorte que tous les acteurs soient mobilisés au même niveau. Et je pense qu'on a rempli tous les critères pour faire en sorte que chacun d'entre eux qui maintenant doit retourner à la maison considère qu'il appartient à une grande famille et qu'ils vont ensemble travailler pour arriver à leur rythme, chacun d'entre eux, à remplir les différents objectifs qui ont été définis ensemble. Donc bilan très positif. En termes de perspective, donc là nous sommes sur les 3 composantes dans des perspectives de continuité. Ça veut dire que les axes stratégiques que nous avons établis en première phase continuent à être mis en œuvre sur la phase 2. Donc en termes de perspective, pour la composante 3 dont l'Institut français est le maître d'œuvre, il s'agira de continuer à mettre en place un cadre législatif justement pour pouvoir protéger l'ensemble des créateurs et aussi l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'acteurs professionnels du livre qui puissent opérer de manière optimale dans leur environnement local, de continuer à créer cette boîte à outils collégiale pour que chacun puisse épuiser des informations, des actions, des ressources et de continuer à faire développer. J'espère que dans 3 ans, on pourra considérer que des lois auront été votées et les décrets d'application auront pu être mis en œuvre pour favoriser tout un environnement de production et de création du livre, que ce soit du livre éducatif ou du livre plaisir, et que tous les enfants pourront
acquérir une capacité de lecture renforcée à travers les actions qu'on peut mettre en œuvre. Il ne faut pas oublier que l'objectif final est de faire en sorte de renforcer la capacité des apprentissages pour chacun des enfants, sachant que l'accès aux ressources éducatives est un enjeu majeur et que le livre de jeunesse est un outil didactique au service des apprentissages. Et je suis présent ici à Dakar pour la rencontre africaine sur les ressources éducatives. Et je suis vraiment fier d'être à cette rencontre-là parce qu'on a tiré vraiment de bénéfices tout en sachant que le Tchad avait des difficultés. Ça constituait un défi très important pour le Tchad puisque chez nous, il y a le niveau scolaire qui a baissé du fait de difficultés du pays, la sécurité, tout cela qui a pu nous réduire. Et nous sommes fiers d'être à cette réunion puisque nous avons tiré des intérêts par rapport aux interventions des pays que nous qualifions, des pays qui ont fait un pas par rapport au Tchad, qui sont nos aînés. Et nous allons profiter, puisqu'on n'invente pas la roue, on profite de ces anciens-là pour pouvoir être canalisés, pour pouvoir avancer très rapidement sur les ressources éducatives. Et dans les ressources éducatives, nous avons le problème des enseignants, la formation des enseignants, parce qu'on ne peut pas utiliser les ressources autres que les ressources matérielles sans les ressources humaines. Donc nous avons aussi des problèmes de ressources humaines. Nous avons dans notre système au primaire 64,5% des enseignants non professionnels qui ne sont pas de l'État, mais qui sont de la communauté qui interviennent en tant qu'enseignants dans les classes et ils n'ont aucune formation pédagogique. Ça fait notre souci. Et lorsque les échanges se sont déroulés, nous avons bénéficié qu'il fallait demander le secours de l'un ou l'autre pays qui sont un peu plus avancés, comme le Niger, comme le Sénégal, et comme le Bénin, et le Togo et tout cela, qui sont passés par là avec les enseignants communautaires et comment ils ont fait pour les reconvertir en enseignants professionnels. Donc nous voulons bénéficier de ces expériences pour pouvoir avancer très rapidement. Parce que les ressources en général, c'est-à-dire les livres et autres qu'on utilise avec l'utilisation du numérique et tout cela, nous sommes en train de mettre déjà en place un dispositif de formation à distance. Nous avons commencé avec IFADEM de l'IFEF. 3 provinces ont commencé en phase pilote et nous sommes en phase d'extension avec 11 provinces maintenant. Et ce qui nous a intéressé dans la formation à distance, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a 64,5% des enseignants non professionnels qui n'ont aucune formation pédagogique. Nous voulons les former en pédagogie très rapidement. Mais comment? Ils sont des enseignants créés en main, c'est-à-dire chargés de cours. Comment les extirper des salles de classe sans vider les classes et commencer par les former en pédagogie? C'est la formation à distance qui compte. Il faut les prendre, mais en les conservant en tant qu'enseignants chargés de cours et leur donner des formations avec des systèmes de tutorat. Ce sont les inspecteurs qui vont faire le mouvement à leur côté avec les ressources physiques en hybride ou bien les ressources numériques en utilisation de tablettes ou de téléphones ou des ordinateurs portables et tout, pour que ces enseignants de la communauté ne puissent pas quitter le salle de classe pour les écoles normales d'instructeurs qui les prennent en présentiel. Voilà donc notre objectif, notre profit de cette rencontre. Merci.